Merci pour l'introduction et merci pour l'invitation à ce colloque. Je suis très contente et très honorée d'être ici et d'avoir la possibilité de présenter notre travail, de rencontrer des collègues français. Et pour mon français, je voudrais vous demander votre indulgence. Je vais donner mon mieux. Je voudrais prendre les 15 minutes qui me sont accordées ici, aujourd'hui, pour évoquer deux choses. Avant d'amorcer le débat sur le rapport entre critique et histoire académique de l'art, j'aimerais vous présenter en guise de base à cette discussion une pratique de la critique d'art spécifique aux pays germanophones qui fait actuellement l'objet de nos recherches à la Ruhr-Universität de Bochum et qui me semble être sans équivalent français, au moins sous cette appellation. Il s'agit de la Kunstschriftstellerei, s'il vous plaît, ou encore nouvelle critique. Cette pratique de la critique d'art s'est développée vers 1900, soit à l'époque même où le marché et le monde de l'art commençaient dans les pays germanophones à prendre la forme qu'on leur connaît aujourd'hui. La presse écrite était alors en plein essor, le moyen de reproduction allait en s'améliorant, les institutions étaient de plus en plus professionnelles et la notion de critique d'art en tant que métier se concrétisait peu à peu. Il fallait dès lors redéfinir le lieu et la légitimation de la critique d'art, notamment en se démarquant de la discipline universitaire des sciences de l'art, qui était elle aussi en train de s'établir. Autre point de friction pour la nouvelle critique d'art, c'était l'art lui-même et les artistes, contre lesquels également les écrits sur l'art tentèrent de s'affirmer comme un domaine à part entière. C'est là un aspect qui prolonge l'intervention de Dominique Vaugeois et amènera, je l'espère, une autre perspective historique dans notre échange. La deuxième partie du mot composé allemand, Kunstschriftstellerei, autrement dit Schriftstellerei, que l'on pourrait peut-être traduire par métier d'écriture ou métier d'écrivain. Cette deuxième partie prête à confusion, car la génération des critiques autour de 1900, soucieuse de professionnaliser l'exercice de son travail, cherche précisément à s'éloigner de la littérature et des écrivains s'adonnant accessoirement à la critique, tels qu'on les rencontre communément dans le romantisme allemand et au cours du XIXe siècle. Les critiques assurément les plus influents vers 1900, c'est Julius Meyer-Graefe, évoquait ainsi deux périodes dans la critique d'art en Allemagne. Je cite. La première, grande, qui couvre à peu près toute la vie de Goethe, tandis que la seconde démarrerait 2 générations plus tard, avec Richard Mutter, qui est né en 1860. Cette deuxième génération de critiques, toujours selon Meyer-Graefe, a un autre visage, d'autres méthodes, d'autres buts. Contrairement à l'époque de Goethe, là pour l'objet l'art du présent, qu'on essaie d'envisager en dehors de la littérature, en se concentrant d'abord sur les procédés picturaux et artistiques. De même, des critiques et collègues de Meyer-Graefe, comme Emil Heilbut, Hermann Bahr ou Cornelius Gurlitt, que vous voyez ici, sont d'avis que la critique d'art classique dite ancienne, de Winkelmann jusqu'au romantique en passant par Lessing, s'est fourvoyée en n'en centrant qu'à l'art du passé et qu'elle lisait les œuvres au lieu de les voir. L'ancien critique aurait ainsi traité l'art comme la littérature selon le principe du haute pictura poiesis, négligeant par là complètement le comment d'une œuvre d'art et ses qualités artistiques intrinsèques, comme la forme, les formats, la texture, la couleur, etc. S'il vous plaît. Oui. Et pour vous... voilà, juste un exemple pour vous montrer comment Meyer-Graefe décrit une toile, ici une toile de Renoir. Les couleurs sont quasiment les protagonistes de sa description de l'œuvre impressionniste, ou autrement dit, les critiques nous expliquent comment les couleurs construisent la toile, la composition. Et je vais traduire cette phrase. Le vert clair au lucide, le bleu et le rouge, et surtout cet orange fort et claironnant. Elle donne des accords dont nous avons besoin. Le ton vert et bleu s'unissent ou vont ensemble dans le canapé marbré au blanc. Ici ou là, le vert est situé comme un souffle sur le bleu. Fin citation.
Compte tenu de cet ensemble de réflexions, la critique d'art, qui se qualifie elle-même de nouvelle, ne se dirigeait pas seulement contre une critique d'art antérieure et prétendument ancienne, mais aussi contre l'histoire de l'art académique qui s'établissait à cette même époque. Certes, celle-ci était plus activement tournée vers le présent. Gurlitt mentionne nommément Roumois, Burckhardt, Schnase, Kugler et Lübke, mais ce que Gurlitt appelle l'artistique ne lui importait pas davantage. La discipline académique considérait les œuvres d'art non pas avec enthousiasme, mais seulement avec le regard, citation, plus scrutateur de l'histoire, tel de simples témoins d'une évolution de l'esprit. Les questions d'ordre artistique et formel n'y avaient pas vraiment leur place, selon les nouvelles critiques. Dans ce contexte, le bilan de Gurlitt à la fin des années 1890 revenait à dire que toutes les approches de l'art jusqu'à-là n'avaient pas suffi à sensibiliser le public à ce que l'art. L'esthétique, la critique ancienne et la science universitaire de l'art n'auraient ainsi toutes fait fausse route en se plaçant au-dessus de l'artiste et de son œuvre. Et c'est précisément ce que la nouvelle critique entendait changer lorsqu'elle avançait en se référant explicitement à Heinrich Heine ou Henri Heine. Je cite, « La grandeur erreur des critiques est de se demander ce que doit faire l'artiste et non ce que veut faire l'artiste. » En déplaçant ainsi la question, la critique d'art modifiait également son angle d'attaque et le cercle de ses destinataires. Au lieu de s'ériger en donneuse de leçons, jugeant l'art et les artistes selon les critères bien arrêtés, la nouvelle critique s'adresse d'abord et avant tout au public et tente de l'amener à comprendre l'œuvre de l'artiste. Les nouveaux critiques se rangent du côté de l'artiste et se veulent au service de l'œuvre d'art. Les nouveaux critiques se conçoivent comme un récipiendaire, un Reizweiterleiter, quelqu'un qui est perméable et qui donne des stimuli d'une œuvre, à peu près. Un récipiendaire de l'œuvre et s'attache en premier lieu à traduire cette œuvre auprès d'un public moins réceptif. C'est une citation récipiendaire de l'époque. Pour Hermann Bahr, les qualités que se doivent d'avoir les nouveaux critiques et qui seront programmatiques pour la génération des critiques autour de 1900 sont les suivantes. Citation, Hermann Bahr, « protéiforme, malléable, souple d'esprit. Toujours prompt à sortir de sa peau pour se fondre dans une nature étrangère et voir des choses de notre point de vue. » Fin citation. Selon Bahr, les critiques doivent faire abstraction de sa volonté pour sonder l'altérité. Tandis que la sensibilité artistique et donc une compréhension adéquate de l'œuvre ainsi que la manière de la restituer ensuite au moyen de la langue semble dans un premier temps placer le critique après l'artiste, c'est précisément ces dons d'adaptation à cette polyvalence qui caractérise les critiques aux yeux de l'artiste. Selon Bahr et ses collègues, il faut en effet que pour l'artiste, ses propres créations revêtent quelque chose d'absolu. Toujours selon Hermann Bahr, un artiste ne serait pas un artiste s'il pouvait ressentir des sensations autres. Pourquoi en lui, un artiste doit regarder unilatéralement sa voix, ce que le critique justement ne peut pas. Celui-ci, dans le cas idéal, va vers l'œuvre sans a priori. Pour lui, les fruits de l'artiste sont toujours relatifs. Ainsi, le rapport de force entre artiste et critique s'équilibre au profit de chacun des deux. Les domaines des compétences sont circonscrits, le but étant de parvenir à une synergie efficace. Il est intéressant de noter que cette idée fondamentale pour l'image que la critique d'art germanophone avait d'elle-même vers 1900, visant à ce que talent artistique et talent critique s'excluent mutuellement, a été développée par Hermann Bahr à partir d'un volume des critiques de Joris Karl Huysmans. Bahr aimait beaucoup Huysmans en tant qu'auteur, mais voyait en lui un critique totalement incompétent, qui ne se référait qu'à lui-même, ne jugeait que selon son aune personnelle
et ne validait aucun autre art que celui correspondant à ses propres principes. Dans une idée diamétralement opposée à celle du critique polyvalent, quasiment sans profil défini, qui se contente de retransmettre des stimuli optiques, on trouve la mise en avant délibérée de la personnalité et de la subjectivité. Empruntant explicitement au principe d'Émile Zola, selon lequel une œuvre d'art serait un coin de la création vue à travers un tempérament, Richard Mutter et ses collègues proclamèrent, dans des écrits souvent opulents et programmatiques consacrés à la critique d'art, ne prétendre justement à aucune objectivité et ne pas s'associer d'un bien fondé pour l'éternité. La rationalité et l'objectivité scientifique, au contraire, sont perçues par Mutter comme totalement inadaptées à l'art. L'implication personnelle et l'engagement sont pour lui la garantie que la volonté artistique est comprise, mais aussi l'indicateur que les critiques mettent tout son sérieux et sa personnalité dans ses propos. Par sa propre intégrité, les nouveaux critiques est garant de la pertinence d'un jugement. Pour que le public fasse confiance aux critiques et adhère à son opinion, la démarche qui a conduit à ce jugement doit être intelligible. Aussi, à l'époque, autour de 1900, apprécie les rapports dans lesquels les critiques rendent compte pas à pas, par le biais des conjectures et autres questions rhétoriques, comment ils sont arrivés à leur résultat, comment des hautes luttes, à force de réflexion et d'honnêteté, ils en sont venus à leur propre position pour asseoir leur crédibilité. Et là, je n'aurai pas le temps ici d'approfondir ce pourquoi la nouvelle critique s'est battue, quel art elle imposa. En bref, c'est l'impressionnisme français et le discours français qui l'accompagne, qu'elle emporta dans la critique d'art germanophone. Baudelaire, Fénéon, Duranty, Zola, oui, tout ça. Mais au lieu de reconstituer ce débat autour de l'impressionnisme, la peinture moderne de l'époque, je souhaiterais m'arrêter un instant et passer à la question du rapport entre critique d'art et science de l'art. En toile de fond de ce débat, outre les positions qui viennent d'être évoquées sur les écrits sur l'art par rapport à l'histoire de l'art académique, on observe aussi que, contrairement à toutes les tentatives de démarcation, l'histoire de l'art et la critique de l'art vers 1900 sont étroitement liées, que ce soit par les personnes et institutions impliquées ou leur démarche argumentative. Les critiques d'art ont eux aussi rédigé des gros livres sur l'art ancien et les spécialistes en sciences de l'art ont signé des articles des journaux sur des œuvres de l'époque qui étaient la leur et dans lesquelles ils étaient ancrés. Il n'empêche que, de chaque côté, le champ de l'autre a servi à mieux fixer ses propres positions. Des caractères idiots ou idéalisés ont été en quelque sorte formés, d'un côté la subjectivité, de l'autre l'objectivité. Or, en pratique, ces antagonismes et leur dualité étaient constamment négligés. L'idéal à l'épreuve de la réalité fit émerger des espaces hybrides. Pour cette raison, notre projet à Bochum, notre projet de recherche, met l'analyse des pratiques au premier plan. Dans un deuxième temps seulement, celles-ci seront corrélées aux théories de l'époque et aux autocaractérisations critiques. Les aspects et les questions soulevées ici pour la période autour de 1900 restent cruciales encore aujourd'hui, a fortiori à Bochum. En effet, non seulement nous avons 2 chaires vouées explicitement à l'art contemporain, mais je suis la même titulaire de la première chaire en Allemagne portant la dénomination Kunstkritik, critique de l'art, oui. Ce qui signifie, outre la recherche dans ce domaine, également l'intégration et l'implication de la critique d'art dans les études des premiers cycles. Oui, la dernière. Oh, c'est difficile à lire. Avec Beate Zön, ça c'est notre programme que je vais ébaucher dans ma dernière partie. Avec Beate Zönken, qui en est l'initiatrice, nous avons instauré en outre à la Ruhr-Universität une autre filière qui étudie les commissariats d'exposition, Kuratieren.
et les articles sur l'art. Même si cette filière, pour des raisons financières, est actuellement quelque peu en sommeil, elle est appelée à reprendre dans les meilleurs délais. La question majeure posée ici est notamment, la critique d'art s'enseigne-t-elle? Et si oui, comment? Car il faut souligner que la critique d'art est enseignée précisément par celles et ceux qui font des recherches à ces sujets sans eux-mêmes la pratiquer au premier plan. Et maintenant, je serais ravie que nous puissions débattre ensemble des questions évoquées ici. Merci. Je voulais savoir si en Allemagne, le travail que vous menez, donc fondateur et novateur, ce qui est remarquable, se fait aussi de manière comparatiste. Est-ce que, par exemple, vous menez des travaux en relation avec des littéraires, avec les études cinématographiques, théâtrales ou musicales? Voilà. En fait, nous sommes en train d'établir ce programme. C'est vraiment le début. Mais c'est prévu, oui, d'élargir, oui, ça aussi, surtout parce que les critiques d'art ont beaucoup travaillé aussi en tant qu'auteur pour des pièces de théâtre. Comme ça, il y a déjà une liaison, oui, on doit travailler ensemble pour comparer les pratiques, oui, parce que les critiques eux-mêmes, voilà, ont été cette personnalité double. Oui, exactement, parce que j'ai remarqué avec une expérience un petit peu similaire qu'on avait justement une certaine difficulté à mener une recherche interdisciplinaire, alors qu'historiquement, évidemment, les critiques eux-mêmes parfois étaient critiques dans deux domaines, cinéma et musique, ou bien que dans les revues, évidemment, il y avait une polyphonie de discours critiques. Voilà. Et donc, du coup, on avait une certaine difficulté en raison, spécialement en France, des rattachements disciplinaires à aborder cet objet qui est foncièrement interdisciplinaire. Oui, c'est vrai que le rapport entre critique musicale et critique critique de l'art est quelque chose d'absolument fondamental qui apparaît rarement, non, Dominique, dans la littérature française. Moi, je pense à Pierre-Jean Jouve, mais non, il y a énormément finalement de gens à faire les deux. Enfin, ouais. Mais les compétences sont un petit peu dissymétriques. C'est un petit peu ça, c'est-à-dire que, enfin, je ne sais pas ce qu'en pense Timothée, mais effectivement, très souvent, les spécialistes de critique d'art plastique vont faire quelques critiques musicales, mais ils sont meilleurs en art plastique ou leur critique est moins intéressante. Enfin, un moindre degré de voilà, culture, de technique. Et c'était quand même assez rare. Peut-être qu'en Allemagne, il y a plus de facilité à pénétrer le langage de la musique, tout simplement, non, chez les critiques d'art. Autour de 1900, les discussions ont été pareilles partout, pour la musique, pour la critique du théâtre. Et ce que je voulais dire, c'est les critiques eux-mêmes ont écrit des pièces de théâtre aussi. Donc, il y avait des démarcations. Non, je suis critique et pas écrivain, mais en même temps, ils ont publié des textes, des romans et des pièces de théâtre. Donc, pas seulement la critique, mais aussi production littéraire. C'est pourquoi il y a beaucoup des croisements ou des liens. D'autres questions? Non. Est-ce que la référence au romantisme allemand est centrale chez ces Kunstschriftsteller du tournant du siècle? Est-ce que l'idée de Dichtung und Wahrheit, l'idée qu'on peut dire la vérité par la poésie, est importante? Les deux points de départ sont Goethe et Diderot. Mais il y a aussi cette distance vis-à-vis le romantisme qui était plutôt littéraire. Schlegel, par exemple, les figures ne sont vis-à-vis d'une toile, mais dehors, hors du musée, en discutant des toiles. Et ça, c'est exactement ce que, pour les critiques autour de 1900, on ne va pas... Il ne faut pas faire. Oui, il faut pas faire, oui, c'est ça. Donc, il y a la première fois une réflexion sur l'histoire et la genèse de la critique d'art en Allemagne. Et vraiment, on a lu ça, on a discuté ça, mais plutôt une distinction vers le romantisme, en disant nous sommes, notre génération, nous faisons plutôt une critique formaliste. Et oui, c'est ça. Ouais. On a la même chose en France, parce que le romantisme, voilà, oui.
Encore au début, dans les avant-gardes cubistes, il y a aussi cette référence au romantisme encore et cette mise à distance. Je pense parce que la connaissance du romantisme est française aussi. Et voilà. Donc c'est assez similaire, c'est très intéressant.